Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Les eaux souterraines, rendre l'invisible visible, c'est le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de l'eau. L'événement est célébré ce 22 mars. À l'occasion, l'accent sera mis sur la valorisation de l'eau dans ce journal. L'hydrogène vert produit par électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable représente un des leviers d'avenir pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. C'est un carburant issu de l'énergie solaire. Et puis la valorisation des plantes aromatiques, des feuilles traditionnelles pour en faire du thé. C'est la mission que se sont assignés des jeunes entrepreneurs, une innovation bien appréciée. Aujourd'hui, une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. D'ici à 2050, jusqu'à 5,7 milliards de personnes pourraient vivre dans des zones en pénurie d'eau au moins un mois par an. La Journée mondiale de l'eau, célébrée ce 22 mars, est donc une journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau. La valorisation reste un défi. Ressources limitées et irremplaçables. L'eau est essentielle à notre survie. Elle permet de rester en bonne santé et sauve des vies. Une utilisation efficace de l'eau peut réduire par exemple les gaz à effet de serre. On peut ne pas manger pendant plusieurs jours, mais on doit nécessairement boire de l'eau. Vous savez, au niveau des ressources en eau de façon générale, vous avez la biodiversité. La biodiversité au niveau des plantes, au niveau, n'est-ce pas, des animaux aussi, c'est la même chose. Les ressources en eau aujourd'hui, surtout les eaux de surface, sont indispensables pour l'approvisionnement en eau potable, l'alimentation en eau. Alors que les sociétés s'emploient à concilier les demandes en eau, les intérêts d'un grand nombre de personnes ne sont pas pris en compte. Au Bénin, des populations n'ont pas encore accès à l'eau potable. Des efforts sont en train d'être faits, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que tous les Béninois ont accès à l'eau potable. Quand vous allez à Gambie aujourd'hui, Gambie a de l'eau, mais Gambie n'a pas de l'eau potable. Quand vous allez à Gonvey, dans l'arrondissement de Pédekbo, la commune de Zanyanado, ils n'ont pas de l'eau potable parce que l'eau qu'ils boivent, c'est de l'eau de la nappe phréatique. Je dis des efforts sont en train d'être faits, mais tant que tout n'est pas encore parfait, c'est qu'il reste encore à faire. L'eau a une valeur incalculable et complexe. La valoriser revient à contribuer au développement économique du pays. En promouvant la valorisation des ressources en eau, nous contribuons en même temps à une exploitation durable de ces ressources, mais nous contribuons surtout à l'économie du pays. Parce que vous voyez, l'agriculture, c'est le poumon, n'est-ce pas, de notre économie. Il y a l'industrie, donc toutes les usines qui utilisent l'eau pour faire les diverses transformations. Le commerce et l'industrie touristique aussi, qui attire des touristes. Tout cela contribue au produit intérieur brut du pays et donc à l'économie du pays. Sur nos plans d'eau de façon générale, lorsque on va faire des aménagements tels que les dragages, on pourra faire le transport fluvial. La pisciculture autour de ces plans d'eau, on doit pouvoir le faire. C'est une manière de valoriser. Au niveau des plans d'eau, vous avez des oiseaux qu'on appelle des oiseaux aquatiques. On peut aussi valoriser ces oiseaux-là en développant, n'est-ce pas, des services écosystémiques autour de tout ça. Donc, essayons au maximum de sauvegarder la valeur de nos ressources en eau. Que ce soit les plans d'eau, que ce soit les cours d'eau, que ce soit les eaux souterraines, c'est des éléments indispensables pour la vie et nous devons les sauvegarder, les protéger. Le rôle le plus important que joue la valorisation de l'eau se trouve donc dans la gestion de la demande et une meilleure allocation entre les utilisations. Il est difficile de parler aujourd'hui du secteur de l'énergie sans aborder
la question cruciale de l'écologie et du développement durable. Produire de l'énergie, oui, mais dans quelles conditions? Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie propres. Elles ne polluent pas et n'ont pas d'impact sur l'environnement. C'est le cas de l'hydrogène vert, produit principalement par électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable. Il représente un des leviers d'avenir pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. Suivez ce reportage réalisé par Nadège Omolade-Soné. Produit de l'hydrogène vert grâce à la lumière. Les chercheurs s'y attellent depuis plusieurs décennies. Cette technologie, produite de façon industrielle autrefois, permet aujourd'hui de transformer l'énergie issue du soleil en un carburant inodore, incolore, ne rejetant aucun polluant dans l'atmosphère. Mais l'innovation de la production de l'hydrogène, qui est un puissant vecteur énergétique, aujourd'hui, à l'aide des énergies renouvelables, se fait de manière plus douce, en ce sens que cela ne génère pas du CO2, ça ne pollue pas l'environnement. Et c'est un vecteur énergétique qui a une très forte capacité énergétique. Par exemple, 1 kg d'hydrogène, ça fournit plus de 3 fois l'équivalent d'énergie d'un kilogramme d'essence, par exemple. De l'eau et de la lumière, ce sont les sources nécessaires aux chercheurs de l'Institut des sciences chimiques de Rennes pour produire de l'hydrogène. Contrairement à d'autres scientifiques qui utilisent les panneaux solaires pour convertir la lumière en électricité, ils ont opté pour un système plus simple. Plusieurs techniques ont cependant été développées pour produire ce carburant. D'après les chercheurs, les matériaux utilisés pour l'instant sont trop coûteux pour rendre la technique viable. L'enjeu est donc d'obtenir un rendement important avec des matériaux à bas prix. Les recherches se poursuivent dans les pays développés. Certains donnent l'horizon 2025, d'autres donnent l'horizon 2028 pour qu'on puisse renverser la tendance, c'est-à-dire que on produit l'hydrogène avec les panneaux solaires ou les éoliennes de façon à un prix de revient tellement bas que lorsque nous alimentons les voitures, les camions, les bus et les avions, on puisse être confortable sur le plan de la viabilité financière et puis la viabilité environnementale. Tout comme l'Allemagne, la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou encore la France, de nombreux pays investissent massivement dans l'hydrogène vert afin d'accélérer leur transition énergétique et réduire la pollution liée au transport. Les analystes affirment que l'hydrogène vert va constituer 25% de la demande énergétique mondiale en 2050. En Afrique, le Maroc fait partie des pays à fort potentiel pour la production de l'hydrogène vert. Le pays pourrait couvrir d'ici 2030 2 à 4% des besoins mondiaux en carburant et combustibles produits à partir de l'hydrogène vert. Et pour se mettre à l'abri de certaines maladies, il est conseillé de faire des infusions. Justement, certains jeunes béninois innovent. Sur le marché, on retrouve désormais une gamme de thé fabriquée au Bénin. Il s'agit en fait des infusions. Linda Amoussou en fabrique aussi. Elle évoque l'accueil que les consommateurs réservent à ce produit local. Le marché a été un peu réticent au départ parce que le Béninois n'a pas l'habitude de consommer du thé. Après le repas, par exemple, on a l'habitude de prendre des boissons fraîches. Le second défi a été de mettre dans la tête des Béninois que le thé importé n'est pas forcément de qualité supérieure à ce que nous proposons ici. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une infusion made in Bénin, par exemple, vous avez dans la même infusette, vous pouvez trouver de la menthe, du gingembre, du clou de girofle. Vous voyez, il y a une synergie de bienfaits et une synergie de saveurs. Donc forcément, au niveau du goût, vous n'avez pas le même effet. C'est beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus agréable à... Déjà, au niveau de la saveur, de la senteur, vous voyez déjà la différence entre ce qui est importé et ce que nous produisons chez nous. Les infusions made in Bénin n'ont pas d'additifs, n'ont pas de conservateur. Parce que l'additif et le conservateur dénaturent un peu en fait ce que nous voulons valoriser, la plante. Donc la plante est fournie et proposée à son état pur. Le mode de conservation, c'est le séchage.
le séchage des plantes, de tout ce que nous mettons dans le processus de fabrication. Pourquoi? Parce que le séchage permet de déshydrater la plante. Et c'est l'eau qui permet en fait, qui favorise la dégradation, la purification des plantes. Donc lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on déshydrate correctement, comme cela se doit à l'eau, lorsqu'on fait le séchage de façon professionnelle, la plante dure dans le temps. Il n'y a pas de risque sanitaire à craindre parce que si vous avez un mal de gorge par exemple, vous me direz que vous allez prendre du gingembre et du citron. Et là, vous ne me parlerez pas de dosage. On sait qu'à coup sûr, ce sont des ingrédients naturels qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé, mais tout de même, pour les infusions, puisque nous sommes des spécialistes, nous avons un dosage que nous respectons par infusette afin qu'il n'y ait pas de problème d'indigestion ou d'intolérance à l'un ou l'autre des ingrédients. La guerre en Ukraine représente une menace pour l'économie sud-africaine. Les exportations sont perturbées puisqu'une majeure partie de la production s'écoulait en Europe et en Russie. La hausse des prix des matières premières est aussi une conséquence qui risque de peser sur les coûts de production des agriculteurs et éleveurs et donc sur les revenus des consommateurs. Reportage. Dans la province du Cap, la haute saison pour les pommes et pour les poires se termine. Habituellement, plus de 20% des poires sud-africaines sont exportées vers la Russie. Mais ces derniers fruits de saison seront cette année écoulés à bas prix sur le marché local. Personne pourtant ne sait que faire de la majorité de la production qui se trouvait déjà en mer quand la guerre a commencé. On estime qu'entre les pommes, les poires et les prunes, plus de 800 000 cartons sont coincés en mer ou dans les ports européens, faute d'avoir pu atteindre la Russie. Pour tous les fruits, les gens se précipitent pour trouver d'autres marchés. Mais ils vont se retrouver en Europe avec un énorme surplus. À en croire les experts, les fruits risquent même d'être pourris avant de pouvoir être consommés. Dans son bureau du Cap, le ministre provincial de l'Agriculture cherche partout d'autres débouchés. Certains de ces exportateurs ont déjà décidé de dérouter les bateaux sur Rotterdam. Une partie de la cargaison pourra être débarquée et même être offerte à titre d'aide humanitaire en Pologne ou en Ukraine. La guerre aura aussi un impact sur les céréales. 40% du blé consommé en Afrique du Sud vient d'Ukraine. Les fermiers sud-africains peuvent essayer de planter plus de blé cet hiver pour compenser le déficit, mais ils expliquent que les récoltes reviendront chères. Tout le monde dit que le prix du blé va exploser, mais les coûts de production aussi augmentent. Tout ça n'est pas nécessairement au profit des fermiers. Les coûts de production pourraient doubler en raison notamment des engrais, dont 90% provenaient de Russie. Toutes les plantes seront donc affectées, y compris celles qui servent à alimenter le bétail. Sur cette ferme, depuis le début de la guerre, on a déjà eu un surcoût de 50 centimes par litre de lait. Les agriculteurs sud-africains gèrent donc la situation au jour le jour, mais ils sont convaincus que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aura un impact sur leurs revenus comme sur ceux du consommateur. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Très bonne suite des programmes de BB24.